L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mathieu Le Senne, cofondateur de la brasserie du Pays Flamand. Sa bière phare, l'Anosteke, a été sacrée meilleure bière du monde en 2021. Il nous raconte son parcours entre engagement écologique et production 100% locale. En quoi la brasserie du Pays Flamand fait rimer éco-responsabilité et bénéfices économiques, comment un produit local en vient à rayonner à l'international, ou encore, quels sont les moteurs de l'économie circulaire dans la production de bière. Mathieu nous éclaire sur les spécificités de sa brasserie. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors Mathieu, on pourrait dire qu'on est ici dans l'antre de la brasserie et je dirais même on est chez les champions du monde, c'est bien ça ? Et c'est ça, excusez du peu, nous sommes effectivement à la brasserie du Pays Flamand qui a été récemment décorée du titre de meilleure bière blonde du monde. Meilleure bière blonde du monde. Alors la bière la plus connue en tout cas peut-être chez moi, c'est l'Anosteke. C'est bien ça. L'Anosteke. Et c'est l'Anosteke qui a été identifiée comme la meilleure blonde du monde ? C'est ça. Alors on a plusieurs Anosteke, mais celle qui a vraiment gagné, c'est l'Anosteke blonde, dans la catégorie d'abord des Belgian Strong Ale. Et du coup, après, elle a remonté un cran et on a été élu meilleur ale du monde. Ok, donc c'est vraiment pas une sous-catégorie, mais c'est vraiment une identification, enfin une identité forte à la bière à travers ce titre de championne du monde, quoi. Tout à fait. L'histoire est belle parce que 2008, c'est le début de l'histoire avec ton associé Olivier Dutoit, d'une microbrasserie. Vous passez à combien d'hectolitres ? Là, on a démarré de zéro et 15 ans plus tard, on dépasse... on va rapprocher les 30 000 hectos sur 2021. C'est considérable, non ? C'est énorme. Tu distribues partout en France, partout à l'étranger ? Oui, mais essentiellement sur les Hauts-de-France. On a la chance d'avoir un bassin de population amatrice de bière. Ça fait partie de nos valeurs aussi, et de distribuer sur notre lieu de production, puisqu'on est plutôt des gens locavores, donc aussi bien sur nos approvisionnements que sur nos ventes. Alors, tu parles de locavores, donc il y a, j'imagine, derrière des valeurs de responsabilité sociale et environnementale. Situe-nous un petit peu où on est là, dans quel patelin ? Ok, donc vous êtes à Merville, qui est en communauté de communes Flandre-Lys. Donc effectivement, on est vraiment à cheval sur deux territoires, la Flandre et la Lys. Historiquement, c'est très intéressant, puisqu'en fait, juste derrière notre terrain, il y a la Lys, qui est cette frontière naturelle entre l'ancien comté de Flandre et l'ancien comté d'Artois. Bon. Alors, on reviendra après sur la notion de RSE, sur finalement les valeurs qui vous collent à la peau. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment fait-on, en partant de 2008 à aujourd'hui 2022, pour devenir champion du monde d'une catégorie de bière, sachant que vous êtes monté en compétences certainement, et puis en volumétrie de bière. Comment on fait ? Je pense que c'est d'abord de la passion. On est passionné forcément par notre terroir, par notre entreprise, et bien sûr par la bière. Alors c'est une drôle de passion, vous me direz, consommer avec sagesse, bien avec évidemment. Modération. Bien sûr. Mais en tout cas, on est passionné par ce produit qui est historique et qui est vraiment un porte-étendard de notre région. Et c'est la rigueur et le sérieux qui fait que globalement on arrive à ce niveau-là de compétition. Mathieu, qu'est-ce qui explique qu'on puisse passer sur une transition finalement, sur une manière de produire qui soit proche des valeurs de responsabilité à travers ta brasserie ? Alors Laurent, je ne veux pas te décevoir, mais en fait, c'était inné chez nous. On voulait vraiment, on avait ça dans notre cœur quand on a commencé la brasserie. On est en reconversion professionnelle, donc on veut déjà donner du sens à ce qu'on fait. Et forcément, on veut donner du sens aussi à notre activité. Et forcément, la RSE, la transition écologique, elle fait partie un petit peu de nos gènes. Et donc, au début, on ne peut pas se le permettre parce qu'il faut bien se l'avouer, ça coûte un peu d'argent de mettre en place des choses. Mais effectivement, donc au fur et à mesure, à chaque fois, en fin de compte, nos résultats, plutôt que de se payer plus ou de se verser des dividendes, on les a toujours réinvestis pour faire mieux les choses. Ça, c'est un peu la formule qui est gagnante, c'est le triptyque gagnant, c'est-à-dire que tu n'as pas pensé immédiatement aux revenus que tu pouvais en tirer, mais finalement à l'impact que tu pouvais apporter, et par conséquent, derrière, ça ruisselle de revenus et de recrutement, parce que c'est une trentaine de collaborateurs, c'est ça ? C'est ça, c'est plus de 30, on est 35 collaborateurs ici. Effectivement, ça ruisselle, et ce qui est marrant, c'est que justement, en investissant sur la transition écologique et environnementale, c'est pas forcément une source de revenus immédiats, on produit pas plus, mais on produit mieux et on va faire des économies. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment l'économie se marie très très bien avec l'écologie.
Voilà, il y a des concepts comme ça qui existent, l'éconologie ou L'écolonomie. Enfin, voilà, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est des concepts qui existent et qui sont réels. Et nous, on veut être un peu on veut se mettre en avant par rapport à ça parce qu'il y a des vraies bonnes idées. Je peux vous donner un tas d'exemples en la matière et c'est vraiment fulgurant et de se rendre compte que globalement, il n'y a pas que les ventes qui génèrent du profit. Alors ce profit, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est une autre question, mais on peut faire des économies en faisant de l'écologie et pour réinvestir et encore faire mieux. Alors tu me provoques en me disant 2-3 exemples. Vas-y, est-ce que tu as 2-3 exemples à me proposer ? Alors l'exemple le plus important de la brasserie, ça a été notamment la récupération de toute notre biomasse. C'est-à-dire qu'une brasserie, forcément, elle consomme beaucoup d'eau, des eaux chargées. On envoie à l'égout nos résidus de houblon, nos pieds de cuve, donc la levure. Donc c'est riche en biomasse. Et cette biomasse, juste en investissant, on a quand même mis un billet de 300 000 €, donc c'est pas rien. Juste en isolant toute cette biomasse qu'on rejetait auparavant à l'assainissement, on a valorisé ça auprès d'un paysan, d'un agriculteur qui avait un méthaniseur. Et tu en crées l'énergie. Et voilà, et on crée de l'énergie. Donc plutôt que de jeter, d'avoir une dépense, puis de créer des contraintes pour le réseau d'assainissement collectif, on en fait une richesse et du coup une belle économie, puisqu'en fait on était taxé en fin de compte sur la biomasse, sur la DBO pour les experts. Ça nous a permis de générer une sacrée économie. Et en fin de compte, globalement, ça devient économiquement très intéressant et profitable. C'est-à-dire que c'est un investissement de 300 000 € qui me fait gagner 30 000 € par an. Vous faites le calcul, sur 10 ans, c'est amorti et dans 11 ans, ça sera source de revenus. Les bienfaits de l'économie circulaire et la capacité à avoir loin devant. C'est ça. Justement, quand on parle de projection à 10-20 ans, c'est à la fois long mais en même temps proche de nous. C'est quoi, quand on est une brasserie comme la tienne, c'est quoi la projection qu'on peut avoir ? Disons que c'est de partir du principe que ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire en ce moment, on a une vraie hausse des cours des matières premières. C'est un peu, il y a une raréfaction des matières premières. Certains disent que c'est juste conjoncturel. Moi, j'ai tendance à penser que c'est structurel et que sur le long terme, on va vraiment avoir une raréfaction des ressources. C'est de dire comment nous, on peut maintenir nos ressources. L'exemple le plus criant, c'est les bouteilles. Aujourd'hui, les bouteilles, le modèle français, c'est de les jeter, de les broyer et d'en refaire des nouvelles. C'est le principe, on a beaucoup d'électricité qui ne coûte pas trop cher, donc ça va. Mais c'est de se dire, cette bouteille, est-ce que je peux la réemployer ? Ah oui, ce que tu dis là, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de les broyer, ça génère de l'électricité inutilement, alors que si on les nettoyait, je simplifie un peu la chose, ça serait nettement plus économique en fait. C'est ça, plus économique, moins polluant forcément. Et puis, alors, ça crée d'autres contraintes. L'État aujourd'hui n'est pas prêt, notre environnement n'est pas prêt, notre environnement économique, je veux dire, n'est pas prêt au retour à la consigne, mais peut-être qu'on peut réinventer le réemploi et je pense qu'il y a une solution par rapport à ça. Et pourtant, dans le Nord, il y a une entreprise qui s'appelle la Consignerie ou Consigne Hauts-de-France. Ou Haut la Consigne. Haut la Consigne, c'est ça, qui facilite un petit peu la prise en charge des consignes. Donc, c'est d'être vraiment attentif à ces gens, ces entreprises un peu parallèles à nos activités, qui se lancent dans des activités qui, à mon avis, sont très structurantes. Mathieu, tu nous parlais des démarches, des initiatives que tu prends justement pour prévoir l'avenir et globalement préserver aussi un peu notre planète. C'est aussi un peu la thématique de tes propos. Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Est-ce que c'est aussi beau, aussi rose que ça ? Ou est-ce qu'il y a des contraintes majeures qu'il faut surmonter ? Alors, la première contrainte, elle est économique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faut mettre en place un investissement de 300 000 € dont je venais de parler, forcément, c'est pas productif. Vous allez voir votre banquier en disant, c'est juste pour me faire des économies. Il y croit à moitié. Maintenant, on a rencontré aussi des gens qui étaient capables de mettre en place des prêts. Les prêts verts, par exemple, de chez BPI, aujourd'hui, il y a une vraie structuration de l'offre bancaire pour ces choses-là. Il y a aussi de la subvention. Il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce frein financier. Quand on démarre, c'est compliqué. Il faut se focaliser sur le produit, sur ce qu'on fabrique. Après, il faut rapidement quand même passer la seconde et faire attention aussi à comment on produit. Ce que tu veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas d'écosystème, s'il n'y a pas un environnement qui est capable d'accepter, d'accueillir en fait ces propos-là, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Donc BPI, avec son approche BPI verte, a une oreille attentive à ce modèle-là. C'est ça. Et puis après, tu parles d'écosystème, c'est ça aussi, c'est de se dire, oui, il y a un agriculteur à côté qui s'installe, qui met un méthaniseur.
tu lèves la main et tu dis oui, mais moi je vais avoir de la biomasse, est-ce que ça t'intéresse? Mais bien sûr que ça m'intéresse, j'en aurais pas assez. Enfin voilà, c'est aussi d'être voilà, il faut vraiment s'inclure dans le terroir, dans le territoire, qui est aussi source d'initiatives environnementales. Est-ce que c'est ça qui fait aussi la différence et qui fait que les consommateurs, et donc parce que tu es aussi sur un marché B2B2C, c'est-à-dire que tu as des distributeurs qui prennent en compte tes produits, tes bières, ta gamme de bières, est-ce qu'ils sont sensibles à cela? Est-ce que tu perçois une vraie sensibilité ou est-ce que c'est encore un peu léger? Alors, je dirais qu'il y a une forme de paradoxe. On est très proche, en fin de compte, de nos consommateurs via les réseaux sociaux. Donc, on a une communauté sur laquelle on peut compter et qui est très intéressés par rapport à ça. Et effectivement, les distributeurs qui ont peut-être un petit peu de retard sur ces démarches-là, mais je suis sûr que ça arrivera vite. Et notamment, le réemploi, tous les jours, on a un petit mail ou un petit commentaire, mais quand est-ce qu'on peut réemployer vos bouteilles? Quand est-ce que vos bouteilles seront consignées? Je pense que ça, naturellement, ça va remonter, ça va infuser un petit peu, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir ce type de commentaires, et à juste titre, et c'est de dire comment demain... la filière s'organise. La filière s'organise, oui. Je pense qu'on est aux prémices, par exemple, sur cet aspect-là, on est vraiment aux prémices, mais ça peut aller très très vite. Et je pense qu'il faut vraiment compter sur l'intelligence collective. On n'achète que la bière, que le contenant, quand on prend une Anno Steke ou la Fière, enfin il y a différentes marques, différents produits. Est-ce qu'on achète que la bière en tant que telle, ou est-ce qu'on achète aussi son environnement marketing? C'est très marketé, et c'est très joli d'ailleurs, des habillages de bouteilles et autres. Ou est-ce qu'on achète aussi cet environnement? Est-ce que le consommateur sait tout ça? Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est justement cette frontière assez mince entre on essaye de bien faire les choses et le greenwashing. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... c'est un peu un travail d'équilibriste de faire. Je pense que la priorité, c'est de faire. Après, de faire savoir, c'en est une autre. Après, si c'est que le faire savoir et sans vraiment faire, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc, je pense que faisons. Si ça, c'est tant mieux. On fait un peu de com, quand c'est judicieux. Là, le Black Friday qu'on a transformé en Green Friday, c'était la 3e ou 4e année qu'on le faisait, parce que je trouve ça, moi, ridicule à titre perso, cette surconsommation. Et encore une fois, sans aucun jugement par rapport à... C'est ton point de vue. Enfin, je veux dire, c'est mon point de vue, c'est très personnel. Se dire, on fait un Green Friday, et puis si tu viens en vélo, si tu viens en covoiturage, on t'offre un petit cadeau écologique. Bien sûr, on va pas donner une chinoiserie. Ça a du sens pour nous. Mathieu, on le voit bien, la microbrasserie se répand de plus en plus, se développe de plus en plus. Toi qui es passé aussi par là, mais qui industrialise avec de vraies valeurs que tu nous as exposées à travers ton activité de brasseur, quels seraient les quelques conseils que tu donnerais à des microbrasseries qui voudraient monter en volume et s'attacher aussi à conserver des valeurs? Je pense que le plus important, c'est d'oser, c'est de ne pas se poser non plus trop de questions, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de vérités et son contraire. Il y a des croyances, c'est de se faire confiance quelque part, et c'est de se dire, moi je pense que cette voie-là va vers l'amélioration, donne du sens, allons-y. Voilà, c'est pas d'attendre après la vérité. Je pense qu'il n'y a pas de vérité dans la transition écologique et énergétique. Alors bien sûr, si utiliser de l'énergie, utiliser des gasoils, etc. Mais il y a des vérités absolues, mais il y a aussi des paradoxes, et il faut aller au-delà de ces paradoxes et oser. Bon, c'est quoi la prochaine étape là? Encore champion du monde sur une autre catégorie? Comment tu vois les choses? C'est une finalité ou pas? Non. Alors c'est certainement pas une finalité, surtout que les concours nous posent des problèmes de rupture, puisqu'en fait on est très demandé, et donc on est très content. Donc c'est la rançon du succès. C'est la rançon du succès, tout à fait. Après, c'est un vrai c'est un vrai outil de motivation. C'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui est fière de travailler pour la brasserie, et c'est leur travail d'ailleurs. Donc c'est une juste récompense de leur travail, de nos équipes. Donc c'est pas une finalité en soi. La prochaine étape, c'est de progresser, c'est de faire du développement, mais tout en respectant en fin de compte notre philosophie de développement durable. Donc voilà, on fait une extension là actuellement. Naturellement, il y a des panneaux solaires sur la toiture. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 3 ans même. Là, on peut se le permettre. On le fait. Voilà. Mathieu, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation.
Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.